Et en juillet, on a les JO du Brésil. Ok. Et en fait, c'est le truc un peu drôle. Il est comme quoi la vie, des fois, elle est beaucoup Ouais. sans qu'on en parle. C'est que je me retrouve avec une plateforme qui plante une fois par jour. Yes. Excellent. Ça en adore. Et avec une équipe qui est exempte, en fait, qui fait depuis 2 ans de l'agile dans un format Scrum. Donc, Ok. un peu comme le hamster dans sa roue, là, qui toutes les 2 semaines fait sa démo rétro, Ok. qui pédale, qui s'est jamais remis en cause, qui a jamais fait de relancement, de kick-off, en fait, de régénération. Ils disent que le remote ça marche pas, moi j'y crois pas du tout, hein, mais alors en septembre on lance une équipe, on assemble des gens, essentiellement des prestataires mais aussi des internes, donc on fait tous les recrutements, tous les choix en visio, sans horaire, sans se rencontrer, on fait les kick-offs en visio, on fait tous les rituels en visio, et en gros ils ont réussi à se voir en septembre 2021, après plus d'un an. Ça crée des choses hyper bizarres en fait finalement, parce que cette équipe-là a très très bien fonctionné, et continue à très bien fonctionner, alors que finalement son but ne sait pas du tout faire le présentiel. En gros, moi je connais mes faiblesses. Ok. Donc mes managers, ils doivent compenser mes faiblesses. Ok, ça sent. Ouais. Et sur mes dominances, c'est pas grave s'ils sont pas au niveau, parce que je peux venir les aider sur mes dominances. Par contre, s'ils ont les mêmes faiblesses que moi, en fait, ça faire un trou dans la raquette. En fait. Les phénomènes des tranches de fromage empilées, si par un trou sur toutes les tranches en même temps, il y a un trou. Bonjour à tous, bienvenue. Très content de vous retrouver dans un nouvel épisode de CTO Decrypt, le média qui vulgarise le métier de CTO. Et aujourd'hui, très content de retrouver Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Hugo. Pour un épisode sur un sujet hyper intéressant, un sujet de taille, on peut le dire, puisqu'on va traiter du rôle du CTO, non pas en startup, mais cette fois-ci en grand groupe. Et on va voir qu'il y a quand même quelques petites différences, quelques petites notes qui vont être intéressantes. Et Guillaume, très content de t'accueillir, parce que notamment, alors on va pas spoiler, tu vas te raconter plus tard, mais t'es CTO chez France Télévisions, donc pas mal de choses à raconter sur le sujet. Guillaume, avant de se lancer dans l'épisode, est-ce que tu connais le principe de CTO Decrypt? Écoute, non, moi j'aime bien arriver dans l'inconnu. Ouais. On s'en est un peu parlé, mais en gros j'ai accepté parce que pour moi c'est important de partager sur ce qu'est le métier de CTO. J'ai voulu ne pas me spoiler ou ne pas mélanger d'autres idées, et je regardais toutes les vidéos web parce que ça a l'air assez sympa, ça peut me raconter des Ça roule. Eh ben écoute, très bien, je vais pouvoir donc décrire à tous aussi le fonction de l'émission. Le but c'est de vulgariser, donc il y a une note de vulgarisation que tu as de 1 à 5. 1 étant la pire note, 5 la meilleure. La meilleure note, 5, c'est tout le monde a compris, j'ai compris, Maxime a compris, même le chien qui est assis là a compris, ta grand-mère a compris, tout le monde est ok, tu vois. Yes. C'est magnifique, meilleur épisode de la vie et tout le monde est content. 1 étant la pire note. Ah, j'ai jargonné comme Exactement. Tu as jargonné comme un cochon, pour citer tes mots. Personne n'a compris, j'ai pas compris, Maxime encore moins forcément. Et puis même, ce que tu te dis, même Michel, le développeur de ton équipe, n'a rien capté à ce que tu racontais, c'est une catastrophe. On ne sortira jamais cet épisode. Et c'est la fin du monde. Et avant de commencer, j'aimerais juste peut-être un petit mot. Cet épisode est sponsorisé par CoCTO, dont je suis le fondateur, donc ça aide un petit peu quand même au niveau des choses. CoCTO, donc c'est un collectif de CTO expérimentés. J'en dis pas plus, mais comme ça vous avez l'information. Guillaume, je vais te poser une première question sur le sujet et je vais aller droit au but. Est-ce qu'il faut, oui ou non, sauver les baleines en Alaska? Écoute, il faut sauver la faune globalement dans le monde en fait, et pas en Alaska. Ok. Et ouais, donc c'est important. Merci à tous pour cet épisode. Écoute, voilà, j'ai oublié un peu de surprendre sur la première question. Du coup, plus sérieusement, donc là, t'es CTO de à peu près 150 et des brouettes personnes. Comment t'en es arrivé là? Ah, écoute, c'est une histoire d'une vingtaine d'années, grosso modo. Ok. Ça fait à peu près 20 ans que je bosse. J'ai envie de dire mon parcours classique ingénieur. Alors moi, je suis ingénieur en informatique automotive industrielle, donc Ok. rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui ou ce que j'ai pu faire dans ma carrière. Mais grosso modo, je vais commencer en tant qu'administrateur système. Ok. Administrateur système pour. Donc c'est les gens qui s'occupent des serveurs, en fait des grosses machines pour tourner les différents sites, les différentes applications. Ok. Et ça je l'ai fait en prestation chez IBM pour plein de clients. Donc j'ai fait ça chez plein de clients. IBM en France ou c'était en France? Ok. Tout à fait. Et puis je suis devenu chef de projet technique. Ok. En gros, préparer tout le projet d'intégration, assembler les ressources, et puis tout en conservant un peu de contribution individuelle en fait. Ok. Donc ça veut dire vraiment une capacité à faire. Ok. Donc tu restais un peu les mains dans le cambouis. Voilà. Voilà. Ok. J'assemblais les ressources, Ouais. et l'administrateur système de l'équipe, c'était quand même moi. Ça c'est toi. Ok. Voilà, j'ai fait pas mal de choses autour de la performance, de l'amélioration du nombre d'incidents. En fait, à un moment donné, ma réputation, c'était de débarquer chez un client où il y avait plein d'incidents. Ok. Et puis, je faisais beaucoup d'analyse causale, je mettais en place tout le nombre de process pour qu'en gros, le nombre d'incidents diminue. Ok. Et avec quasiment plus d'incidents, de changer de client.
Ok, d'accord. Donc, t'es arrivé, il y avait plein de problèmes. Voilà. Un peu Superman. C'est pas Superman, en fait, c'est Commando, en fait, mais c'est Ok. le concept de dire, moi je m'ennuie vite, en fait, donc j'ai besoin que ça change des choses à faire. Quand tu dis incident hier chez un client, c'était quoi? C'était un site qui tombait Ouais, par exemple, un batch de paye qui met 30 heures à tourner par mois, Ok. alors qu'il faudrait qu'il mette 8 heures. Ok. En gros, j'avais un client qui avait des serveurs un peu partout en France et il y avait toujours 5 ou 6 serveurs en panne en même temps. Et en fait, derrière, il n'y a rien d'obligatoire à ces pannes-là. En fait, souvent, tu as quelque chose qui a été mal fait, donc Ouais. des machines en fin de vie, un bug dans un logiciel. Ok. Et ça, tu peux le faire que si tu mets en place des process d'amélioration continue pour faire de l'analyse causale, pour identifier toutes les sources d'incidents. Ok. Ça marche. Donc, t'as fait ça chez IBM pendant Grosso modo, un temps. Ok. Et ensuite, j'avais envie de me challenger, d'aller voir, de retourner en fait dans des endroits où les prises de décision sont plus courtes. Et donc j'arrive dans un groupe, dans le groupe Caravelle en fait, Ok. qui est notamment connu pour sa marque Prendre Vacances, mais qui fait énormément d'autres marques blanches. J'arrive en tant qu'architecte infrastructure senior. Donc, après le même rôle que t'avais chez IBM ou Alors c'était plus un rôle d'architecte parce que Caravelle à cette époque-là était pour une grosse partie infogérée. Ok. Il n'avait pas d'équipe d'infrastructure, donc j'étais surtout là pour la petite bureautique et puis être en liaison avec l'infogérant. D'accord. Une petite bureautique, du coup, c'est les outils C'est le PC, le file server, le gain, Ok, un peu sous cette. ouais, tous ces Environnement. outils Ok. qui permettent de créer le cocon d'accueil qui permet aux salariés de travailler sur les outils Ok. d'entreprise. Ok. Et puis en fait, très vite, je m'aperçois, comme je suis un peu sur l'autre côté, avant j'étais chez un infogérant, je m'aperçois de ses limites et très vite on va monter une équipe, on va réinfogérer tout ce qui a été externalisé Ok. pour reprendre la main sur la qualité, sur les évolutions. Ok. Voilà. Prends vacances, c'était un groupe de. Enfin, c'était une boîte de combien de personnes, du coup, à ce moment-là? Alors quand je suis rentré, on était aux alentours de 300. Donc, pendant les 7 ans que je vais passer chez Prends Vacances, on va monter à un peu plus de 700. On va racheter quasiment plus d'une boîte par an. Ok. Donc beaucoup en build-up, donc en croissance verticale et puis aussi en ajout de vertical métier. Ok. Prends Vacances, au Caravelle, c'était vraiment package, donc un vol à un hôtel en même temps, Ok. qui est une verticale assez classique. Tu as l'hôtel sec, le vol sec, la location de voiture, le camping, etc. Et donc on a aussi racheté une boîte dans la croisière, on a racheté diverses boîtes en fait pour essayer d'augmenter à la fois le portefeuille de marque, pour en gros avoir adressé une plus grosse partie du marché, et puis aussi avoir des produits un peu différents, mais qu'on fabrique nous en fait, pour monter les marges d'une certaine manière. Ouais, clairement, ouais. Et donc petit à petit, je vais grossir l'équipe, je vais en devenir le patron. c'est responsable de l'équipe infrastructure. Je vais récupérer aussi la téléphonie, la hotline. Ok. Et là-bas, j'ai fait pas mal de choses puisque on a créé des data centers, on a fait des gros réseaux dans Paris entre les différents bâtiments. On a passé des fils dans les égouts, j'ai construit des agences. Je pense qu'il y a peut-être une petite anecdote sur les fibres dans les égouts, non? Je sais pas si on peut aller là. Non, parce que c'est compliqué d'y aller, donc on peut pas les accompagner, mais c'est vrai que c'est assez bizarre de se dire que voilà, on a un petit tuyau dans les égouts. Est-ce que t'es passé dans les catacombes ou pas dans les Non, les fameuses. Là où est situé Caravelle, il n'y a pas de catacombes, donc c'est vraiment dans les dommage. On aurait bien aimé avoir une petite. Les catacombes, il y a d'autres gens, on recommanderait des gens. Ok, bon, on va faire venir de personnel. Voilà, et puis j'ai fait aussi tout le système de PLV en agence. En fait, PLV, comme tu dis, PLV. Donc c'est publicité en lieu de vente. Ok. C'est des écrans dynamiques qui vont à la fois diffuser des fiches produits, des vidéos. Ok. Tu préparais le chemin vers France Télévisions peut-être avec ce... Écoute, je sais. Alors, en fait, je pense que je l'ai préparé bien avant parce que tu viens de Grenoble, moi, à la base. Ok, ah bah moi aussi. Ah non. Ouais. Et tu je ne sais pas, exactement. Et en fait, à Grenoble, t'avais un truc fait par la mairie qui était une association en fait pour apprendre à tourner en fait. Ouais. Et j'en ai fait partie, j'ai fait des petits cours, etc. Donc j'ai toujours eu un peu cette appétence à l'image. Donc c'est vrai que quand dans les agences, je voyais ces pauvres affiches. Et tu t'es dit, non, mais il y a quelque chose. Mais on a des vidéos, on a des beaux trucs, on a des systèmes de mise en avant pour nos sites web. Et donc en fait, en utilisant toutes les API, donc tout ce qui permet d'interconnecter, j'ai fait un prototype pour utiliser toute la mise en avant de site web, les vidéos du site web. Ok. Pour dire, cette affiche dans une télé, on arrête les. Ok. Et à ce moment-là, du coup, tu sais, dans l'équipe Pro Vacances, enfin la boîte, 300 à 700 personnes, je crois, dans l'équipe technique, du coup, que tu as montée au fur et à mesure. Sur l'infrastructure, infrastructure. Infrastructure, du coup, la partie vraiment serveur. Exactement. Ops, voilà. on appelle les Ops aujourd'hui. Voilà. Grosso modo, quand je suis arrivé, on était 2. Et quand je suis sorti, ça représentait une grosse dizaine de personnes. Ok. Aussi parce que donc, on avait eu cette grosse croissance. On avait beaucoup plus d'agences, beaucoup plus de sites web. Et en fait, au ratio, finalement, la croissance de l'équipe infra était moindre, essentiellement parce qu'on a travaillé vraiment sur l'automatisation
d'automatisation. C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire plein de trucs. Donc, pour faire plein de trucs, il faut du temps. Pour faire du temps, il faut qu'on automatise, qu'on délègue les choses. Donc, ça se tient comme raisonnement. C'est mathématique. Donc voilà, beaucoup de choses étaient automatisées, tous les déploiements, déjà, je parle en 2008, on avait déployé un système pour automatiser les déploiements sur des codes du logiciel, pour créer automatiquement les machines, enfin les VM, Donc, ce qui du coup 2008 était assez précurseur, aujourd'hui c'est beaucoup de pratiques là-dessus. Mais... Ouais. 2006 c'est le début du cloud en fait, Amazon qui sort S3, 2007-2008 qui sort C2, donc l'offre de VM dans le cloud. VM Virtual Machine, machine virtuelle, je note un petit peu au fur et à mesure. Mais donc voilà, l'idée c'était vraiment on automatise. Et puis grosso modo, à un moment donné, pour moi, c'est pas que j'ai fait une tour, mais grosso modo, je me dis voilà, je suis devenu manager, un petit peu entre guillemets en mode classique, c'est-à-dire on est venu me voir un soir en disant t'es manager, et puis moi j'étais manager. Ok, c'est comme ça que ça s'est passé du coup. Vraiment, on t'a dit voilà, t'es manager, et voilà, c'était. Et c'est tout. Et puis genre 6-8 mois plus tard, je fais une formation classique de management, mais qui apporte pas vraiment de matière. C'était dur du coup ce passage sans formation du coup au début. En fait, j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire pour une raison toute simple, c'est que j'étais quelque part le leader de l'équipe. Il n'y a pas eu de débat en fait. C'était fait naturellement. Voilà, il n'y a pas eu de choses comme ça. C'est peut-être aussi pour ça que ça s'est fait de manière aussi Parce que voilà, j'étais le leader, j'avais plutôt des jeunes autour de moi, et puis voilà en fait. Un chef de meute déjà. Ok, d'accord. Du coup après, pour vacances France Télévisions, de la même façon, les lieux de voir, on t'a dit tu rien. Sinon, à cette époque-là, je me disais est-ce que je suis manager chez Pro Vacances, est-ce que je suis manager. Puisque pour moi vraiment quand on monte en management, il y a un moment donné, on devient manager. Et c'est notre métier, c'est plus celui de contributeur individuel. Et donc je me suis dit il faut que j'aille me challenger ailleurs et il faut que je structure en fait mon modèle de management. Donc j'ai croisé quelqu'un sur ma route qui m'a dit viens me rejoindre chez France Télévisions. Et je me suis dit allons-y. Donc j'arrive chez France Télévisions en patron de l'infrastructure pour le digital, de tout ce qui est flux vidéo. Tu vois déjà encore un truc sur la vidéo. Quelle année ça du coup? Là on est en 2013. 2013, l'année de mon bac si vous voulez. Voilà, c'est voilà, je sais pas pourquoi je dis ça, mais j'ai eu mon bac en 95 en fait. Pas ton année de naissance, voilà. Et on vient de Grenoble, donc finalement il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a une linéarité, une continuité. Et donc je déploie DevOps, parce que entre temps, tout ce qui était automatisation, l'échange entre développeurs, etc. On a mis un mot qui s'appelle DevOps. Donc tout ce qui est process, organisation, qui va une facilité. Un développeur fait un développement, appuie sur un bouton et c'est directement, on va dire, simplifié en production, on peut le tester, ça va vite. Et puis surtout on fait en sorte que les gens se parlent et on les met plus en affrontement, on les met vraiment en échange. Question management, donc c'est un cœur aussi d'ailleurs sur. Et donc je récupère aussi assez vite la partie architecture. Donc piège de mon boss, je fais l'avant, je fais l'aval, donc tu peux pas me plaindre si l'aval ne marche pas que l'amont est mal fait, puisque c'est toi, c'est moi. Donc ça c'est un bon piège de management à retenir, je vais revenir dessus, mais en vrai, donner la responsabilité la plus verticale possible, en fait ça évite beaucoup les problèmes et les déports en disant non c'est l'autre. Là j'avais cette notion d'amont-aval. Et puis au bout de 18 mois je vais devenir adjoint du CTO. Je vais me mettre à faire beaucoup de soutien et notamment je vais remplacer certains managers quand ils partent. Et j'ai vraiment géré ma première équipe de dev dans des conditions assez drôles, parce que j'ai récupéré France Télé Sport, donc qui est la plateforme qui parle des événements sportifs de France Télé. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Pour ceux qui aiment le tennis avec Roland Garros autour de et les JO, je les récupère en décembre et en juillet on a les JO du Brésil. Et en fait c'est le truc un peu drôle, il est comme quoi la vie des fois elle est beaucoup sans qu'on en parle, c'est que je me retrouve avec une plateforme qui plante une fois par jour. Donc excellent, ça va alors. Et avec une équipe qui est exempte en fait, qui fait depuis 2 ans de l'agile dans un format Scrum, donc un peu comme le hamster dans sa roue là, qui toutes les 2 semaines fait sa démo rétro. Qui pédale, qui s'est jamais remis en cause, qui a jamais fait de relancement, de kick-off, en fait, de régénération. Agile, Scrum, peut-être juste pour... donc Agile, les méthodes agiles qui permettent de faire des développements, donc avec des systèmes de livraison courts, en fait. Les 2 semaines, on et toutes les 2 semaines. Donc voilà, c'est une des méthodes. Il y en a plein, il y a Kanban, il y a SP, il y a... façon d'organiser l'équipe, la méthode. Et Scrum est très bien, je critique pas, mais
En fait, voilà, les équipes, au bout d'un certain temps, vont fermer dans leur cycle, peuvent se retrouver dans des formes de burn-out ou de burn-out, Ah ouais. et donc d'être pas bien. Et donc, Rebooter, en fait. J'ai le pas de une fois par jour, ça tombe, du coup, à ce moment-là. Donc. Ouais. Ok. Et donc, on s'aperçoit très vite que le produit est mort, hein, avec énormément d'aides techniques. Ok. Donc, beaucoup d'encombrement qui a été laissé. C'est ça. Et ça va être intéressant d'être niveau d'aide technique, d'expliquer aussi un peu ce symptôme-là. Ouais, assez simplement, la dette technique, c'est quelque chose qui se produit assez naturellement. Il y a toujours du code un peu qui se sédimente. Et puis aussi, c'est une équipe qui faisait des événements. Son logiciel avait été historiquement construit pour gérer des événements, puisque on n'est pas un gros site de news sportive en fait. On diffuse quelques gros événements, Dakar, Roland-Garros, Tour de France, les JO. Quelques événements. Des moments dans l'année hyper forts. Donc en fait, c'est une équipe qui avait des grands moments de cam et des grands moments de surround phénoménal parce qu'il fallait livrer l'événement. Et donc la qualité était fortement dégradée à ce moment-là pour livrer à date. Et dans les moments de cam, en fait, l'équipe essayait de rattraper son déchet en fait, elle n'y arrivait pas forcément. Et donc assez simplement, dès qu'il touchait au code, en fait, soit ça prenait énormément de temps, soit il générait du défaut. Symptôme, j'allais dire, plus classique de la dette technique. Il y a des choses beaucoup plus pernicieuses en fait sur la technique. Et en faisant l'audit, même pour du software craftsmanship en place, donc des techniques d'amélioration de code. J'ai pas eu besoin de dire, tu l'as direct vulgarisé. Donc c'est bien, on voit les réflexes qui commencent à... rattraper les points de retard. Des choses déjà pour faire monter le niveau moyen de l'équipe. Et puis aussi recréer du lien, parce que comme je dis, j'ai dû rebooter une partie de l'équipe. Donc C'est une équipe de combien de personnes Alors quand je les récupère, ils étaient grosso modo 2 devs côté mobile, 2 devs côté plateforme, un chef de projet. Et en fait, il y a eu des départs, il y a eu des arrivées. On a été un petit peu en charge pour arriver à une équipe de 6 personnes en tout. Et donc on a mis en place à la fois des moments de la peer review assez classique, pour essayer d'améliorer en fait le code commun. Et puis on a banalisé aussi des après-midi pour faire du mock programming. Donc le mock programming, c'est tout le monde programme ensemble. Et potentiellement, il y aura un PC, quelqu'un qui code, et puis toutes les 2 minutes, on change les mains du clavier, y compris les managers qui ne savent pas coder. Et puis en gros, on travaille ensemble en fait, ça permet de... Le manager qui ne sait pas coder, c'est toi? Bah non, forcément. Non, j'avais peur. Je suis plutôt ops, donc je sais faire du code. Je suis absolument pas le meilleur le meilleur développeur de l'équipe. Et en fait, l'idée, c'est que tout le monde apprenne les réflexes qu'ont les gens, et de créer un espèce d'esprit de corps, d'esprit d'équipe. Donc c'est vraiment faire en sorte que l'équipe se connaisse, partage sa connaissance et se dise les choses. On fait les JO sans incident, mais ça, je veux dire que c'était... Même la veille au soir, on n'en était pas sûr. On explose les stats de Londres, en fait, ce qui était les JO précédents. Et c'est vraiment la première fois que j'ai joué avec l'équipe, avec des devs. Et puis je me suis un peu piqué, parce que faire du produit, développer des choses, c'était hyper intéressant. Et donc je me suis occupé d'autres plateformes du numérique. C'est ça, parce que du coup, avant plutôt côté infra, serveur, là, équipe de dev, développement logiciel. Et c'est là que tu dis, ok, développement logiciel, déjà une équipe comme ça, ça m'intéresse. Et du coup, tu passes à ce moment-là, CTO. Alors, du coup, il y a un changement de CTO groupe en fait chez France Télévisions. Je suis par la tête. D'accord. Et cette personne me demande de faire un audit sur toute la gestion de ce qu'on appelle la diffusion. Donc, c'est la fabrication de nos flux. Donc, linéaire, la télé qu'on regarde sur sa box en direct. Et non linéaire, c'est-à-dire tout ce qui est replay et tout ce qui est hors antenne, c'est ce qu'on pas diffusé. D'accord, fabrication. Un flux, du coup, c'est genre juste la vidéo. Enfin, exactement. La vidéo qu'on va regarder. On va regarder sur ta TNT, donc dans ta télé, sur un FAI, ta box. Donc, je fais un audit et en gros, assez simplement, chez France Télévisions, on avait une structuration par équipe technique. Fonctionnellement, en fait, un projet pouvait se découpler sur 5, 6, 7 équipes techniques qui sont pas forcément dans les mêmes filières de management. C'est-à-dire, par exemple, pour amener une vidéo sur Sport TV à l'époque, il fallait impacter des équipes qui étaient dans les équipes du numérique, dans les équipes de la diffusion, dans les équipes de l'approvisionnement, dans les équipes de la supply chain, Donc le projet passait d'équipe en équipe. Et donc forcément, avec des conflits de roadmap, des conflits de budget, parce que comme on n'est pas dans la même ligne hiérarchique, on n'est pas dans les mêmes cycles budgétaires, on n'est même pas dans les mêmes budgets. Donc potentiellement, si tu peux faire une économie dans une équipe, si notre équipe fait un investissement, tu le fais pas. On n'est pas dans la même ligne hiérarchique, donc on n'est pas dans le même budget. Et donc moi, je lui explique ça. Elle me dit, en fait, on va rassembler.
Ok. On a créé en fait la Media Factory. Ok. Mais la factory, du coup, qu'aujourd'hui tu diriges. Qu'aujourd'hui je dirige, Voilà. puisque c'était un peu le piège. En fait, les managers sont toujours des piégeurs. Mais en gros, bah, Ok, ça sera un truc à retenir. le gimmick, Ah, c'est un truc à retenir aujourd'hui. c'est grosso modo, comme j'ai dit, bah, il faudrait faire une Media Factory, la structurer comme ça. Il m'a dit, bah, vas-y, je te donne les clés. Ouais, Tu te débrouilles. C'est hyper intéressant parce qu'on arrive avec une page vierge. Ouais. Et donc, je suis allé récupérer toutes ces équipes-là en structurant la Media Factory et en créant donc une verticale métier qui dessert tous les besoins de l'entreprise autour de la vidéo, qu'elle soit donc linéaire, comme je disais, le flux continu direct, Ouais. ou non Replay, replay, preview ou les choses spécifiques. Ok. À ce moment-là, on est en quelle année? On est il y a 4 ans, donc en 2019, juste avant le Covid. Juste avant le Covid. On arrive. 2019. Et là, c'est à ce moment-là que tu gères du coup les. J'ai 150 personnes tout à l'heure, mais c'est ça en gros. Exactement. t'as- À ce moment-là, alors, Ok. avant mon numérique, en tant que citoyen adjoint, j'avais cette responsabilité transverse fonctionnelle des 150 personnes qui est à peu près dans la direction technique du numérique. Et j'animais le corps managérial, en fait les managers de cette direction. Là, pour le coup, je deviens vraiment hiérarchique en tant que directeur de la Media Factory, donc le CTO de la Media Factory qui est là. Je dirige 150 personnes, donc avec différentes lignes de management que je vais structurer en fait. Au fur et à mesure. Le truc n'existe pas au moment où je les récupère. Ok. C'est ça que moi j'aime bien aussi, hein, c'est que aucune des 3 équipes ne fonctionne de la même manière. Ok. Beaucoup sont agiles, mais elles sont pas toutes sur une méthode fixe. Il y en a qui ont construit leur méthode. Il y en a qui sont pas forcément agiles sur certains secteurs parce qu'elles travaillent avec des intégrateurs Ok. ou des équipementiers. Et les équipementiers sont tout le temps en cycle en V quand tu leur demandes. Ok. Et agile cycle en V pour peut-être se donner un Oui, voilà, la différence c'est que Agile, on travaille avec un délai court entre la spécification et la recette de ce qu'on va livrer. Donc Scrum c'est 2 semaines, ça peut être un peu plus long dans certains cas sur le modèle. Là où un cycle en V, on va écrire un bon gros cahier des charges. Voilà. On va partir dans un tunnel sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et puis à la fin, on vérifie. La grosse différence, c'est qu'on accepte qu'un changement en fait pendant toute cette durée. C'est ça. En startup, on est beaucoup en mode agile forcément parce qu'on s'adapte au marché, au retour client, on sait pas encore quelle direction on va, donc on est souvent très agile. Et donc là, on le retrouve aussi dans les grands groupes parce que ça peut être des fois intéressant, mais tu dis, des moments tu peux pas, et t'es en cycle en V et... Déjà par principe, l'agile n'est pas une meilleure méthode qu'une autre. C'est-à-dire que l'agile, si vraiment il y a trop d'inconnus, si on ne sait pas où on va, c'est probablement la meilleure méthode, il n'y a pas de débat. Maintenant, le cycle en V, si on est sur un produit très cadré, on sait ce qu'on a, qu'on doit respecter des normes, le cycle en V n'est pas non plus à rejeter. Une équipe choisit sa méthode, c'est la méthode qui lui convient à un instant T pour ce qu'elle a à faire. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de problème à ce qu'une équipe elle soit très agile dans sa phase de discovery, et puis à un moment donné, éventuellement, on quitte Discovery, du coup, c'est la phase où on essaie de découvrir ce qu'on va faire pour aboutir au MVP, donc le produit minimum viable. Et c'est bien d'être très, très agile, donc à la limite de même pas être sur 2 semaines en fait. tout comme ça. Puis plus on est proche de la réalité du démonstrateur, plus on va allonger les cycles en fait pour essayer de faire des fonctionnalités un peu plus travaillées. Et à un moment donné, on peut très bien se dire que l'équipe elle a besoin de plus de temps pour être très focus sur des fonctionnalités un peu lourdes. Donc on se donne éventuellement 3-4 semaines pour faire le cycle en restant agile. Parce qu'en fait il faut pas non plus retomber dans le côté orthodoxe de la méthode qui dit on a embarqué tant de stories donc on ne bouge pas sur la durée. À un moment donné, il faut aussi savoir accepter le changement. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment cette adéquation-là. Dire je déploie Scrum parce que c'est la meilleure méthode ou Safe parce que c'est la meilleure méthode, non en fait. La meilleure méthode, c'est celle qui permet à l'équipe dans son contexte. Et quand je dis l'équipe, c'est l'équipe élargie. Ça va aller jusqu'au client, représentant du client, tout le monde. Et comment du coup, dans l'équipe, tu arrives à décider de la méthode? Si jamais, tu peux pas implémenter comme ça une méthode théorique dans la vraie vie, comment tu arrives à trouver la bonne méthode du coup pour tes équipes? Alors déjà, moi je leur impose 3 grands trucs, même en cycle en V, c'est-à-dire une démo régulière au client, d'avoir un backlog public et qui est clair. Backlog, c'est la liste de tout ce qu'on va développer. les fonctionnalités. Exactement. Prioriser public, le public est important. Et de faire des rétrospectives au sein de l'équipe régulière, donc de se réunir dans une démarche d'amélioration continue. Et après sur la méthode, soit on a une équipe qu'on connaît qui a une maturité forte, soit on a rassemblé une équipe en faisant du cherry picking de prestataires, d'internes, etc. Assez simplement, soit c'est une équipe qui va plutôt faire de la maintenance, on va plutôt l'orienter sur un Kanban dans un premier temps, soit c'est une équipe qui doit faire un Kanban du coup. Donc Kanban c'est ce qu'on appelle du flux tiré, c'est-à-dire on prend la première story, donc le premier élément du backlog,
Et en fait, tant qu'il n'est pas livré, ça bloque la file. C'est ça. En gros, sur la carte des Oui, un à un, ouais, ça développe. et on tire en fait, donc il faut l'imaginer comme une chaîne. L'exemple, c'est la fabrication d'une voiture. Donc, faut pas passer de voiture de l'entrée de l'usine à la sortie de la Ok. Tu passes par toutes les étapes. Ok, Et c'est vraiment quand tu sors une voiture de l'usine que tu prends tire, t'achètes. carrément. Et les équipes qui vont plutôt fabriquer un produit, on va les orienter plutôt vers du Scrum. Ouais. Donc Scrum, c'est la méthode où on s'engage sur un volume de travail sur une période donnée, souvent c'est 2 semaines. Ouais. Et puis après, on demande à l'équipe de faire ses katas, ça veut dire d'effectuer la méthode stricto sensu Ok. sur quelques sites. La rétrospective est importante, y compris dans Kanban, qui Ouais. dans la méthode n'en comporte pas. Ouais. C'est que ça permet à l'équipe, au bout de quelques mois, Ouais. de se dire, ok, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas. Faire le bilan. Ouais, et de se dire, entre nous, est-ce que le stand-up a de la valeur? Ouais. Est-ce que tel rituel, le grooming, le machin, tous ces rituels qui existent, est-ce que chacun a de la valeur? Comment on peut adapter le rituel? Et comment on peut donc créer la méthode qui correspond au fonctionnement de l'équipe? Ok. Donc ouais, la rétrospective un peu le centre pour justement créer la méthode adaptée pour l'équipe en tant que telle. En fait, Qui va s'auto. c'est l'osmose qui permet à l'équipe Ouais. d'aller chercher ce qui lui convient en termes Ouais. d'organisation, en termes de besoins. Voilà, c'est là qu'il se passe les moments où l'équipe devient meilleure. Et du coup, ça se fait, il ressemble pas mal, du coup, même à ce qu'on peut retrouver même en management d'équipe en start-up, etc. Et les bonnes pratiques de la rétro, c'est vraiment un truc clé qu'on voit si souvent. Au contraire, du coup, quels sont les aspects qui font la différence entre justement CTO dans une start-up et CTO dans un groupe comme France Télévisions? Ok. Waouh. Il y a 2 grands changements en fait. Ouais. Déjà, on a des équipes plus grosses, mais en startup, tu peux avoir des équipes à 150 personnes. Ouais. Je suis très éloigné de ce qu'ils font au quotidien, de leurs difficultés. Je vais avoir des couches de remontée. Donc moi, j'ai une couche de management, une couche de lieutenant. Donc en gros, chacun va porter ses biais. Donc potentiellement, si j'ai 2 biais orthogonaux, je peux me retrouver avec un message qui veut rien dire, qui me remonte. Une info qui remonte et que je regarde des forts, ouais, donc. Et donc il y a déjà cet aspect de l'équipe est plus grosse à L'équipe est gérer. plus grosse, ouais. Et l'équipe travaille avec beaucoup plus de gens autour d'elle. Ouais, Donc il y a beaucoup de déperditions. c'est ça. Il y a combien de personnes dans le groupe France Télévisions France Télévisions, on est un peu plus de 10 000. Enfin, on est 9 000 salariés. Ok. Si tu comptes tous les prestataires, on doit être 12-13 000 personnes. Ok. Bien évidemment, tout le monde ne se mêle pas de technique. Ouais. Mais je vois ma première équipe sur le SITN. Là, on est en train de préparer un gros changement. C'est un peu plus d'1 millier de personnes qu'on va toucher Ok. en utilisateur. Et donc, ça t'impose un truc assez simple. C'est qu'en gros, un de tes premiers enjeux, c'est de recruter les bonnes personnes en fait. Et donc, potentiellement, quand on commence à avoir une petite chaîne hiérarchique qui se crée, c'est des dizaines d'heures qu'on peut perdre. Les gens sont plus efficaces, enfin, du coup. Oui, c'est ça, un manque de pilotage, Ouais. s'ils sont démobilisés, s'ils savent pas où ils vont, s'ils n'arrivent pas à comprendre ce qu'on attend d'eux, s'ils sont partis du mauvais côté. Ouais. Donc l'agile, c'est bien aussi, parce que si jamais on n'est pas parti du bon côté, Tu peux les ramener rapidement. on les ramène assez vite. Ouais, ok. Petite question. Ouais, vas-y, dis-nous Maxime. Comment tu Ouais. gères justement le droit à l'erreur de ton équipe? Est-ce que tu as un protocole pour ça? Et une autre question, est-ce que tes équipes sont contentes de bosser avec toi? Quel retour tu as là-dessus? Est-ce que les équipes sont contentes de bosser avec moi? Alors ça, c'est la question complexe, c'est simple. Je pense que oui. Parce que sinon, ils ne me quittent pas trop. Au-delà d'une personne, moi, ce qui est important, c'est que j'essaie de faire en sorte que les produits, le contexte de travail soient sympas. C'est pas ma personne qui est importante, parce que si je me barre de France Télé, je veux que ça soit pérenne ce que j'ai mis en place. Donc j'essaie de faire plutôt en sorte que ce soit le contexte de travail, les produits sur lesquels on bosse et l'organisation qui vont faire. Et mec, t'avais 2 questions, on a répété 2 questions? La première question, c'était... Est-ce que vous avez des protocoles, par exemple, de gestion d'erreur ou comment? Ouais, le droit à l'échec, en fait, il est fondamental. C'est-à-dire que si tu n'autorises pas l'échec, il se passe plus rien, en fait, parce que les gens ont peur. Et dans les grands groupes, de base, les gens ont peur. Les gens ont peur pour une raison toute simple. Chez France Télévisions, le taux de départ, de turnover, c'est à peu près 2,5-3% par an. Donc, ça veut dire que les gens restent 40 ans. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Et donc... Ok, la différence assez importante aussi. Ouais. Un stand-up ou... Alors, c'est pas vrai sur les profils techniques. Ouais. Mais Ok, en général. Ok. Non. Du reste, c'est ma plus longue expérience. Ça fait 10 ans que je fais France Télévisions. Avant, j'étais resté 5 et 7 ans. Ouais, c'est vrai. Et donc, comme les gens restent longtemps, leur dossier reste longtemps dans l'entreprise. Donc, les gens ont peur par principe parce qu'ils ont peur que la connerie qu'ils ont fait en 2001 et ça. Moi, tu vois, une fois, on m'a présenté quelqu'un qui travaillait en régie et on m'a dit, tu sais, dans tel événement super important, il a fait une erreur, il a envoyé un son parasite dans l'oreille. Donc, depuis, on l'appelle moufle d'or.
c'était 10 ans plus tard en fait. Ouais. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Du coup, ça crée quoi? Ça crée une peur de faire de l'erreur? Ça crée stress, de la peur, des tensions. Il faut que les gens bougent. On tendance à pas trop Voilà. bouger ou c'est quoi le... Moi, parce que j'aime bien l'expression que tu as dit, on protocolise ça. On protocolise ça déjà par un principe tout simple, c'est que ça reprend un peu ce que dans l'aérien, qui fait partie d'un peu de mes passions, mais on reprend des choses dans l'aérien, c'est-à-dire si tu déclares une erreur, il se passera rien. Si tu la déclares pas, tu seras puni. Ok. C'est la règle de base. Ok. En gros, que alors, toutes les erreurs, elles remontent et on est sûr de toutes les voir. C'est pas formalisé, c'est pas toutes mes équipes qui vont le faire, mais j'oriente beaucoup vers ce qu'on appelle un post-mortem en mode blameless. Donc, on n'est pas là pour blâmer la personne. Ok. On va aller chercher en 3 étapes, à savoir en fait, à réduire en fait tous les sujets, et puis en dernière étape à dire ça n'existera plus. Donc on va essayer de voir comment on aurait pu détecter la chose plus tôt, parce que des fois tu découvres des défauts de 10-15 jours. Hein. Ouais. Donc comment on fait pour détecter ça plus tôt, comment on fait pour résoudre plus tôt, Ouais. et comment on fait pour que ça se reproduise pas. Ouais. Donc toi, tu parles de l'erreur qui s'est produite. Ouais, et on se fait une ensemble, Voilà. et en fait on s'en fout que ce soit truc muche ou molle qui fait l'erreur. En fait c'est comment on améliore en fait nos temps de réponse et comment on fait en sorte que ça se reproduise pas. Si je prends un exemple qu'on a eu plusieurs fois sur des tie-outs qui tombaient dans des latences avec des API. Ouais. Alors, timeout qui t'embête sur des latences avec des API. Quand tu te connectes à un système entier, en fait, le temps de réponse, il est pas tout le temps le même. Ouais. Des fois, le temps de réponse devient très très long. Ça coupe. Et dans le code, par sécurité, on va couper la connexion au bout d'un temps défini dans le code. Et ce genre de rupture, si on n'a pas mis les bons timeouts, qui sont trop longs, on va empiler des requêtes, à un moment donné, la plateforme répond. Ça, c'est un incident, j'ai envie de dire, assez classique, malheureusement. Mais à l'époque où je suis arrivé chez France Télévisions, on avait tout le temps. Et donc, les premiers post-mortem, c'était dans le code, dans tel fichier, on va corriger tel timeout. En fait, moi, je leur dis, non, ça va se reproduire, je vais avoir un autre. Ouais. Donc l'idée c'est quand on va chercher le produire, Généraliser. c'est ça, on ne reste pas attaché à son incident, on va généraliser et on va essayer d'aller prendre un peu de hauteur et se dire en fait qu'est-ce qu'il faut changer globalement dans nos process, dans notre organisation, la chose. Et plus on va être sur une erreur humaine, et plus on va se dire est-ce que c'est pas le système, l'interface qui a amené l'humain à se tromper. Ok. Est-ce que le bouton est bien labellisé? Est-ce que le bouton il n'est pas trop proche d'un autre bouton? Est-ce que l'interface elle remontait clairement l'état du système? C'est-à-dire qu'on peut se dire oui le mec a pas appuyé sur le bon bouton, mais en fait est-ce que le bouton il n'était pas vert et tous les autres rouges on l'a incité à appuyer sur ce bouton vert. Maintenant quand ça fait 4 fois que c'est le même humain qui fait la même bêtise et qu'entre temps t'as adapté le process on peut se poser des questions. Ok, il y a des baffes qui partent à ce moment-là. Alors non, moi chez France Télévisions, on commence par envoyer une formation. Mais en gros, il y a un moment donné, il faut aussi mettre l'humain face à Ouais, pas ça, son incompétence, son inattention. Mais en fait, par principe, on va plutôt se dire qu'il y a un problème dans l'interface, dans le process, dans le code, qui a amené la personne à faire cette erreur. Et donc ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, donc par rapport à CTO startup, CTO grand groupe, tu disais la taille des équipes qui change. Là, il y a un peu cet aspect dont tu parles de durée de temps, de peu de turnover dans les équipes aussi, qui a une petite différence. Et du coup, en grand groupe, forcément, par rapport à une startup qui est toute jeune, toi, tu récupères, comme tu disais, l'existant technique et humain. Ce qui est assez intéressant. Ouais, c'est la partie intéressante du job en fait. C'est pas un job que technique, en fait, il y a beaucoup d'humains. C'est-à-dire que une fois qu'on a traité la taille d'équipe, en fait, on peut retrouver des grosses équipes aussi dans les startups intéressantes. C'est tout cet aspect, tu travailles avec des gens. Enfin, moi, quand je suis arrivé, un petit jeune en fait. Même à 40 ans, je suis un petit jeune. Je suis un petit jeune sur 2 axes. Je suis un petit jeune en termes d'âge, mais je suis un petit jeune en termes d'ancienneté en entreprise. Ah oui. Je suis toujours un peu bizarre. Là, dans une start-up, au bout de 18, 30, 18, 24 mois, t'es potentiellement un vieux de la vie. Et donc, c'est hyper intéressant parce que t'as des gens qui peuvent te raconter l'histoire. Et c'est aussi hyper challengeant parce que ces gens-là, comme ils ont vécu l'histoire, ils ont pas envie de revivre les moments pénibles de l'histoire. Et donc, c'est là où tu peux retourner une équipe assez facilement en ayant un mot malheureux, une phrase malheureuse, parce que tu vas quelque chose qui s'est passé dans le passé. Pour ceux qui ont fait un peu de quotient émotionnel, il y a claque qui vient faire très mal à l'oreille. T'as un exemple en tête qui te vient quand un trigger, que t'as quelque chose qui s'est déclenché quand t'as dit quelque chose, peut-être à un moment donné ou... Ouais, on a plein. Alors c'est des gens avec qui j'ai toujours dans les équipes par rapport à la crise, on Maxime tout à l'heure. C'est des gens de la chance, si vous le connaissez, écrivez en dedans.
que j'ai profondément blessé en pouvant essayer de leur passer des messages factuels sur des choses de legacy. Mais en fait, ils y avaient mis 10 ans, 15 ans de leur vie et en fait, c'est une blessure phénoménale. Et tu leur dis, bon, ça c'est un peu nul, alors qu'il s'est fait 10 ans qu'il travaille sur le. Ouais, tu le dis pas comme ça. Ouais, mais même en mettant de l'effort, en fait, t'as travaillé 15 ans sur un produit. Et qu'on te dit, le produit, il est bien, mais en fait, aujourd'hui, il faut le faire différemment, il faut faire des choses mieux. Voilà, en gros, la personne commence par t'expliquer pourquoi le produit, il est pas bon, en fait. Ouais. Et moi, c'était pas mon sujet, en fait. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer. Mais maintenant, comment on fait pour avancer? Mais en fait, la personne avait besoin que je lui accorde du temps sur son passé, en fait. Ouais. D'écoute de ce que j'ai pas passé, en fait, erreur stratégique. Ouais. Et donc là, oui. Ok. En fait, voilà, si on quitte maintenant la taille d'équipe, si on va vraiment ce que c'est la grosse boîte, il y a ce sujet-là de se dire, il faut passer beaucoup de temps avec beaucoup de personnes. Il faut avoir une acuité particulière pour identifier comment se prennent les décisions. C'est-à-dire que les décisions, elles ne sont pas forcément hiérarchiques. Ok. Elles peuvent se prendre aussi des fois de manière très bizarre. Ok. Moi, chez France Télévisions, je suis arrivé, j'ai vu des réunions où on était énormément. C'est ça le deuxième point, c'est que des fois, il faut être 15-20 pour prendre une décision. Ça a changé aujourd'hui. Ok. Plus le cas, mais il y a encore des moments où il faut être 15-20 pour prendre des décisions. Et tu sens que la décision se prend par petites approximations successives et que jamais personne va se mettre en avant à la prise de décision. Pour, tu vois, toujours pareil, il faudrait pas que dans 5 ans, c'est moi qui l'a pris cette décision. Je n'ai pas encore 20-30 ans de carrière à tenir dans la tête. Voilà, et cette notion de il faut parler à beaucoup de gens, beaucoup faire de bilatéral, donc travailler à deux pour préparer les multilatérales, donc une réunion ou un genre. Donc ça nécessite beaucoup de diplomatie, beaucoup d'échanges, une forme de sens politique. Et alors je dis pas que je l'ai, j'ai l'avantage d'avoir un CTO groupe au-dessus de moi qui est aussi pour m'apporter cette vision-là. Ouais, ça c'est intéressant, je pense qu'on pourra revenir dessus. Mais voilà, il y a beaucoup d'effets comme ça, où en gros tu t'inscris dans un système qui est gros, complexe, qui a sa vie aussi. Et donc toutes ces évolutions-là doivent s'inscrire globalement. J'ai aussi ton rôle tout à l'heure avec une vision globale, pas forcément pas opérationnelle, parce que tu peux plus le faire. Est-ce que tu fais encore de la technique aujourd'hui? Define technique. Non, en fait, dans le terme, alors, on va dire, je regarde de haut. Globalement, après il y a des sujets qui m'intéressent. Tu vois, là je suis très proche de 2 grosses livraisons, donc je suis un peu plus impliqué techniquement. Là où je vais faire de la technique, c'est vraiment de la veille pour comprendre et voir où est en train d'aller les différents métiers auxquels je dois répondre et aussi vers où vont les tendances technologiques de mon secteur. On a fait beaucoup de choses autour de l'IA il y a 3-4 ans. Ce qui nous permet aujourd'hui à la fois d'être en avance parce qu'il y a des choses qu'on fait grâce à l'IA, mais en fait on est en train de prendre du retard parce que ChatGPT, etc. D'un seul coup t'amènes des trucs sur la table, donc on s'est fait un legacy d'IA qui nous a permis d'être hyper innovateur sur les 4 dernières années, mais qui aujourd'hui est en train de peut-être nous mettre en retard, sauf si on se dit on met tout ça à la poubelle et on arrive sur des nouveaux systèmes. Donc la veille est hyper importante, tu vois, je parlais des langages, c'est une vraie question pour moi aujourd'hui de me dire et sur quel langage il faut qu'on travaille. Pour moi, c'est important que cette matrice, je la comprenne. Donc, je m'amuse toujours à faire un peu de code pour comprendre les limites au fil de ces choses-là. Parce qu'en fait, à un moment donné, mes équipes, j'ai besoin aussi de les aider à sortir de l'eau. Tu vois, quand je parlais du changement du réseau vidéo, donc avant, on était sur un réseau très spécifique vidéo et là, on est en train de passer sur l'Ethernet. Il y a des gens dans mes équipes qui disent ouais, non, mais non, on va rester sur un réseau parce qu'en fait, on le maîtrise, donc on va aller plus vite. À moi de les challenger en disant, mais en fait, on a besoin d'aller vite. Mais là, on est en train de s'embarquer sur un truc qui va nous impacter sur 4 à 5 ans. Dans 4 à 5 ans, notre ancien système vidéo, il marchera plus. En fait, on n'a pas le choix, en vrai. Il faut qu'on trouve un moyen d'aller vite sur la nouvelle techno. Et donc, c'est pour ça que j'ai besoin, moi, d'être en conscience de ça pour pouvoir challenger à la fois mes innovateurs qui vont vouloir être tout de suite en avance, c'est peut-être l'extraîner dans certains cas. Et pour aussi challenger mes stabilisateurs, en fait, qui vont rester sur les technos, sur les modèles qu'on connaît, pour les amener sur vraiment l'actualité et éviter de créer encore plus de legacy qu'on peut en avoir. J'ai un certain nombre de newsletters qui ont déjà subi une curation qui me permettent de récupérer des tendances. Et en fonction des signaux que je reçois, je vais éventuellement prendre du temps pour aller voir des vidéos. J'ai quelques youtubeurs aussi
potentiellement qu'il m'arrive, je sais pas comment, assez les abonnements si tu en écris, dans le lac. Bientôt, j'ai eu ma chez abonné, c'est ouais. Et du coup, sur toute cette expérience, tu parlais du coup Media Factory 2019, c'est ça, non, la création. Ouais. Et c'était des moments assez difficiles du coup aussi dans cette... Ouais, bah oui, en fait, quand tu rassembles des gens qui ont été mis d'une certaine manière en opposition, comme je disais, les budgets n'étaient pas alignés, les remaniements n'étaient pas alignés, et que tu les réunis ensemble, bah il y a un historique, hein. Je parlais de Legacy, il y a un historique entre ces gens. C'est pas qu'ils se détestent, mais les process de l'entreprise les avaient mis quelque part en face à face, quoi. Donc 2019, moi je commence à aller dans un certain nombre d'ateliers, en fait, pour que les gens se rendent compte, pour qu'on partage des choses, qu'on partage des valeurs. Et puis février-mars, vide, hein, t'es là. On se retrouve, on se souvient tous, ouais. On se retrouve un peu tous expédiés chez nous, et avec une particularité de France Télévisions, c'est qu'on a une boîte qui est très centrée quand même autour de l'humain. Donc en fait, pendant presque 18 mois, l'accès au bâtiment a été interdit aux salariés qui n'avaient pas besoin de venir. C'est-à-dire qu'on gardait donc les caméramans, les gens, les OPV, les gens en régie, etc. On avait déjà énormément de monde qui était là pour faire en sorte que les émissions soient fabriquées, diffusées, partagées. Donc en gros, toutes les autres personnes n'avaient pas le droit de rentrer. En fait, pour pas que le bâtiment soit trop rempli. Donc il y a des gens qui ont vécu technique, ouais, mon équipe technique, autant les équipes de support, les équipes d'infrastructure étaient prioritaires, autant les équipes de développeurs, les PO, les chefs de projet, les UX, tout ça, elles n'étaient pas tout prioritaires pour l'accès au bâtiment. Donc ça a un peu complexifié cette prise de fonction et cette création de direction. Ouais, j'ai encore des gens qui se reconnaissent pas forcément tous, fait comprendre un peu, mais ils ont quand même toujours leurs anciens attachements qui existent. Bon, c'est la bonne blague, mais en septembre 2020, on va lancer un projet en full visio. Donc les gens qui me disent que le remote ça marche pas, moi j'y crois pas du tout, hein, mais alors, en septembre, on lance une équipe, on assemble des gens, essentiellement des prestataires, mais aussi les internes. Donc on fait tous les recrutements, tous les choix en visio, sans se rencontrer. On fait les kick-offs en visio, on fait tous les rituels en visio. Et en gros, ils ont réussi à se voir qu'en septembre 2021, après plus d'un an, ça crée des choses hyper bizarres en fait finalement, parce que cette équipe-là a très très bien fonctionné et continue à très très bien fonctionner, alors que finalement son but ne s'est pas du tout fait en présentiel. Par rapport à ça, du coup, c'est une gestion un peu humaine. T'as aujourd'hui une bonne pratique justement pour recruter, monter et gérer ton équipe sur une taille de 150 personnes qui est quand même assez important. En fait, je dirais qu'elle sera bonne dans 3-4 ans, quand ça ferait facile, je sais pas en quel temps. C'est un truc où j'ai le plus pivoté moi depuis le début de ma carrière, c'est-à-dire que je me souviens, moi, les premiers entretiens que je faisais, c'était en mode mais tu connais tel techno? Ouais, je la connais, ok, c'est cool, voilà, puis on passe à autre chose. Et puis on se fait avoir une fois ou deux des gens qui en parlent bien. Et en fait, pour le coup, maintenant, j'ai complètement changé mon modèle de recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, je vais commencer par valider le fit humain avec la personne. Souvent, le premier entretien que je fais avec les gens, je me balade dans France Télévisions. Ça leur permet déjà de se rendre compte qu'on est gros. Parce que le bâtiment est gigantesque. Et en fait, y a des gens qui peuvent s'arrêter là. Soit parce qu'en fait, en discutant, ça ne fait pas. Soit parce qu'en gros, ils se rendent compte que c'est big, en fait, c'est gros et que c'est pas ce qu'ils veulent. Ouais. Ça permet aussi de commencer à challenger les gens techniquement aussi doucement. Et puis ensuite, on fait beaucoup de mise en situation. En gros, je m'en fiche que tu connaisses le vocabulaire, en fait, c'est pas ce qui m'intéresse. En vrai, c'est est-ce que tu as déjà été en contexte? Et typiquement, un développeur, on va le mettre en contexte, il va dessiner une architecture, et puis ensuite, on voit comment il est capable d'adapter une architecture. On va lui poser des questions techniques un peu pointues. On a arrêté les gros exercices de dev qui prenaient 4 heures, en fait, parce que finalement, ça fait chier le recruter. Et en fait, tu vois pas vraiment les trucs, surtout qu'à un moment donné, on avait trouvé nos exercices dans GitHub. Donc voilà, et là, l'avantage, c'est que tu l'amènes en programming dans un code. Tu vois déjà sa réaction. Comment il réagit face à du code? Est-ce qu'il a le savoir-être pour dire ce qu'il pense du code? Et puis il voit la qualité du code en fait. C'est-à-dire que tu vas pas lui mentir. Donc il voit sur le code s'il est propre, pas propre, les habitudes, est-ce qu'il y a du test, pas de test. Ça permet de voir comment il réagit. Un mec plutôt support ops, on va lui simuler un appel. Ouais. Donc comment il décroche, qu'est-ce qu'il va poser comme question, est-ce qu'il va raffiner les questions pour comprendre sinon que la personne a rien compte. Des gens qui vont plutôt être sur des postes de supervision processus, on va lui donner une procédure, on va lui demander de la suivre, pour voir s'il est capable de suivre une procédure, parce que ça ne reste pas des ingénieurs sur des postes de supervision. Voilà. Et en gros, après, moi j'ai mon modèle de management, mon design de management avec mes one-on-one, mes points réguliers toutes les semaines. Ok. Et un certain nombre de rituels pour... Et justement, sur ça, du coup, t'as ce recrutement un peu type les gens des opérations, et puis t'as de toute façon recruter tes M-1, enfin tes liens. Ouais, c'est la même chose. La même chose, ok. Mais c'est juste que je vais travailler beaucoup plus sur le fit. Ouais.
Je vais travailler beaucoup plus sur des mises en situation. C'était le problème de remonter l'information dont tu parlais. Ouais, en fait, c'est dans la mise en situation. C'est vas-y, décris-moi la situation dans tes équipes, par exemple. Alors, forcément, je sais pas comment est son équipe, etc. Mais en gros, on voit tout de suite ce sur quoi il insiste. Voilà, les difficultés qu'il a rencontrées. Ah, mais en fait, c'est parce que t'avais pas forcément remonté la bonne info à tout le monde, etc. Ce qui est important, c'est ça, et de comprendre comment ces échecs, ces difficultés, en fait, il les a compris et comment il va pouvoir rebondir en fait sur ces difficultés. Ouais, ça roule. Et après, c'est que tu disais que quand tu es dans ton équipe, tu as la partie complémentarité, enfin, chercher des compléter tes faiblesses, etc. Ouais. Je trouve que c'était intéressant. On va reposer la question, mais pour arriver sur ce sujet-là. Ouais, t'as la phase avant qui est d'identifier ce dont tu as besoin en fait. Donc d'écrire en creux et en plein le poste. En creux ce que tu veux pas, en plein ce que tu veux. Mes managers, on n'a aucun qui se ressemble en fait. Okay. Parce que ils sont adaptés à leur contexte de travail. Ça veut pas dire qu'ils sont pas interchangeables. Ouais. Mais en tout cas, quand je les recrute pour apporter quelque chose à la Media Factory, à leur équipe, et à moi personnellement. Okay. Donc en gros, moi je connais mes faiblesses. Okay. Donc mes managers, ils doivent compenser mes faiblesses. Et c'est intéressant. Ouais. Et sur mes dominantes, c'est pas grave s'ils sont pas au niveau, parce que je peux venir les aider sur mes dominantes. Par contre, s'ils ont les mêmes faiblesses que moi, en fait, c'est faire tout dans la raquette. En fait, les phénomènes des tranches de fromage empilées, si par rapport sur toutes les tranches en même temps, il y a un trou. Ouais. Okay. Donc c'est là où c'est important de bien se connaître pour recruter ces N-1, et c'est important que mes N-1 se connaissent aussi. Hyper intéressant, et du coup on voyait là, sur la partie justement si tu vous rends compte, il y a les différences qu'on a abordées, c'est la taille à la fois de l'équipe technique et de l'équipe de la boîte en général qui est assez différente, fait qu'il y a plein d'échelles et des utilisateurs qui sont assez différents. T'as la partie du coup legacy, technique, humain, que tu dois gérer, amener à faire évoluer. Organisation, du coup t'as agile, cycle en V qui sont mêlés, parce qu'en fait t'as des process qui sont assez différents à intégrer. T'as plusieurs CTO aussi dans la boîte, enfin c'est assez marrant comme fonctionnement. Une partie un peu syndicat aussi, des salariés qui sont assez différents. Les enjeux de qualité du coup qui sont plus forts. Enfin c'est des choses qui sont, quand on fait un startup, mais qui sont à un autre niveau, j'ai l'impression, dans la partie grand groupe. Et du coup là-dessus, j'aimerais du coup un peu à la fin de l'épisode avoir un peu ce goût-là, c'est un CTO dans une boîte comme France Télévisions. Quelles sont les compétences clés vont faire qu'il va se sentir à l'aise et bien dérouler. Le niveau 1, c'est ça, ressens-toi en fait. Les gars, un CTO qui aime tout contrôler et qui en fait délègue pas, en fait, il va le faire. Okay. C'est la première partie. La deuxième partie, c'est que ça doit être quelqu'un qui a pas peur d'aller voir les gens discuter, de prendre la parole, parce que déjà par principe, quand tu réunis ton équipe et que tu leur dis quelque chose, tu pars d'où tu écris à 150 personnes. Ouais, donc il faut assumer de pouvoir parler à 150 personnes. Il faut une bonne dose de diplomatie, parce que en fait, tu es tout le temps dans la négociation avec tout le monde en fait. Parce qu'il faut faire négocier ton budget, ton nombre de salariés, il faut que tu aies négocié les fonctionnalités, les dates, le niveau de qualité, etc. Tout se négocie, donc il faut avoir cette notion de diplomatie, de politique, de gestion. Et tout se négocie pas au même moment en fait. Il y a des moments où tu peux casser des choses, etc. On peut sentir un peu stratégie, et puis un peu tactique. En fait, je veux dire un peu tactique là-dessus. Et puis après, c'est la base, j'ai envie de dire, mais il faut quand même avoir cette connaissance technique, cette envie de compréhension technique. T'as 150 personnes dans les équipes qu'il faut challenger, il faut amener à donner le meilleur, à être sur le bon niveau de qualité, sur les bonnes dates de delivery et sur la bonne organisation. Donc tu disais bien s'entourer, bien parler, loin la parole par peur, et aller j'ai une bonne diplomatie tactique. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode CTO Decrypt. On a mis pas mal de choses sur le rôle du CTO justement en grand groupe. Il est temps de passer au moment finalement de la notation. Et d'analyser un peu, donc j'ai pris quelques notes pendant qu'on discutait. Il y a eu quelques écarts notamment au début. Sur la partie technique, je sentais partir infrastructure au début, en tes amours premiers et parler pas mal de technique. Mais rapidement, du coup, tu as pu expliquer les mots de vocabulaire, etc. et de la définition. Et puis dans l'aspect après, partie grand groupe, c'était assez clair comment les équipes s'organisent. Et puis tu as pu parler un peu de tout ça, c'était pas mal du tout. Et donc, après des savants calculs et une équation à 3000 inconnus, on arrive sur le résultat qui pour moi est une note de 4 sur 5 pour aujourd'hui. Ça me va bien. Donc voilà, Guillaume, félicitations, c'est une... Ouais, mais il faut pas être en surqualité, il faut faire la bonne. Il faut faire la bonne, exactement. Et donc c'est pour ça qu'on vous laisse aussi le jugement, si vous voulez dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette notation, dites-le en commentaire. Merci Guillaume. Merci Hugo. Merci pour cet épisode, et puis à bientôt.
pour de nouvelles aventures. Of course. Et à bientôt à tous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Cito Décrypte. Ciao.